Étienne Chouard, bonjour. Merci pour répondre aux questions de l'agence InfoLibre. Alors, on vous a assez peu entendu ces derniers mois sur des questions d'actualité, donc je vais vous poser quelques questions. J'ai 5 questions pour vous aujourd'hui. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la mise en place de l'état d'urgence en France, de ses dérives, et particulièrement de la tentative de son introduction dans la Constitution? Pour moi, c'est un signe de plus d'un processus universel selon lequel les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir progressivement de tout contrôle. Normalement, bon, il y a longtemps, il y a des milliers d'années qu'on sait que les pouvoirs sont dangereux et qu'il faut les limiter. Et il y a des milliers d'années que les humains ont inventé le concept de constitution, qui est une loi au-dessus des lois, on appelle ça le droit du droit, qui sert précisément à non seulement instituer les pouvoirs, ce qui est secondaire, mais surtout à les limiter, à les affaiblir. Et il se trouve, c'est comme ça que j'analyse l'évolution de nos sociétés, il se trouve que nous avons oublié cette fonction première des constitutions et que nous n'en avons gardé que la fonction secondaire qui est une constitution, ça sert à organiser les pouvoirs. Le problème, c'est que quand on donne à la constitution cette unique fonction, elle ne sert à rien, elle ne fait pas son boulot. Une constitution ne peut faire son travail de protection des citoyens, protection des humains qu'elle regroupe. Une constitution, c'est comme un contrat social qui dit comment sont établies les lois, comment sont désignés les acteurs politiques, qui vote les lois, est-ce que c'est le peuple ou des représentants, etc. Cette constitution ne joue son rôle de protection que si il y a des citoyens pour la défendre en ayant la conscience que c'est nécessaire. Or ça a disparu. Donc un pouvoir exécutif en train d'installer lui-même, en train de modifier lui-même la Constitution, alors que dans mon esprit, ce sont les dernières personnes qui devraient pouvoir toucher, jamais les élus, tous les pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir médiatique, pouvoir bancaire. Les 5 pouvoirs que nous devrions instituer si nous écrivions nous-mêmes notre Constitution, aucun de ces pouvoirs ne devrait pouvoir toucher une virgule à la Constitution. La Constitution devrait leur être inaccessible puisque la Constitution devrait les limiter. Donc, si vous voulez, moi je prends cette actualité comme une conséquence. Je ne la prends pas comme quelque chose de fondamental qui va... C'est gravissime, mais ça ne sert à rien de se plaindre des conséquences dont nous chérissons les causes. Si nous adorons le faux suffrage universel, celui qui consiste à désigner des maîtres qui vont non seulement écrire les lois mais modifier les constitutions, si nous considérons ce faux suffrage universel comme une vache sacrée, il ne faut pas se plaindre que les pouvoirs ainsi institués abusent de plus en plus et nous asservissent. Donc c'est pas l'état d'urgence qui m'intéresse, parce que ce n'est qu'une des conséquences, et il y en aura d'autres plus graves encore. Je cherche la cause, et je vois la cause dans notre démission, à nous tous, à vous aussi, et à moi. Enfin moi maintenant, ça fait un moment que je renonce plus, j'essaye d'entraîner mes congénères humains sur cette voie constituante. L'état d'urgence institué par l'exécutif lui-même, banalisé, c'est-à-dire la fin de l'état de droit, banalisé par l'exécutif lui-même dans la soi-disant, la so-called constitution, c'est la conséquence de notre démission du processus constituant. On a dit que je ferais court, donc je ne développe pas plus. Pas de problème. Alors justement, quand on voit l'organisation, on voit déjà comment ça va s'organiser les prochaines élections présidentielles,
Alors ils veulent un système de bipartisme à l'américaine un petit peu, qui élimine les petits partis aussi, avec des primaires à l'américaine. Comment peut émerger la solution que vous préconisez d'une démocratie directe par tirage au sort? Alors, démocratie directe par tirage au sort, j'écrirai pas ça comme ça. Il suffit de dire démocratie directe. Démocratie directe, c'est-à-dire que le peuple voterait lui-même ses lois. Tirage au sort, c'est une procédure essentielle, mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je défends. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort, donc c'est essentiel. Mais il faut surtout qu'on s'en occupe, nous. Et ce qui est plus important, c'est qu'on devienne constituants. Nous tous. Tous ceux qui roupillent. Tous ceux qui roupillent, je pense, parce qu'ils ont intégré, ils ont l'impression réelle qu'ils sont en prison politique, c'est-à-dire que même s'ils se donnent du mal, ça ne changera rien. Et ça fait une bonne raison de ne pas faire de politique, quoi, puisque de toute façon tout est fermé, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de place pour moi, pourquoi je vais me donner du mal? Et aller élire des maîtres, j'ai pas envie d'élire des maîtres, je les comprends. J'ai pas envie d'élire des maîtres, je me déplace même pas pour leurs élections. Si c'est pour désigner des maîtres, qu'est-ce que c'est que ce régime? M'en fous. Voilà. Donc, si vous voulez, la prochaine élection présidentielle, moi je m'en fous aussi complètement. Je sais bien que c'est pas par là que je vais régler quoi que ce soit. Peut-être qu'un candidat, à l'occasion d'une campagne, pourra, sans aucune chance d'être élu, mais peut-être porter ce message que si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes, mais j'en attends pas plus. Je sais bien que les médias ont été achetés par les banques et les industriels, les multinationales. Donc vous avez Lagardère, Dassault, et des marchands d'armes et des banquiers qui ont acheté absolument tous les grands médias qui comptent, qui permettent de forger l'opinion et qui permettent donc de gagner les élections et qui permettent donc d'écrire les lois. C'est vraiment un piège. On ne gagnera jamais les élections. Donc parce que le piège est maintenant rodé depuis 200 ans, hein, et ça devient une mécanique redoutable. Donc je n'attends rien de l'élection, je ne m'occupe pas de ça, je m'en fous. Je fais des ateliers constituants partout, je nous invite à pas jouer le jeu de ce faux suffrage universel, cette fausse constitution, cette fausse démocratie. C'est faux citoyen, on n'est pas citoyen, on est électeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas adulte, on est enfant politique. Donc il faut qu'on fasse de l'éducation populaire entre nous pour devenir des millions à vouloir, c'est pas à demander à être constituant, c'est à vouloir être constituant. C'est-à-dire qu'on veut écrire nous-mêmes notre constitution. Donc, question d'actualité sur les élections, j'ai rien à dire, quoi, hein, je n'ai pas d'intérêt. Ok. Est-ce que vous avez vu que le Sénat avait prévu de débattre du salaire universel cette semaine? Bon alors malheureusement ça s'est pas déroulé parce qu'ils ont parlé d'autre chose, mais est-ce que vous avez vu déjà cette actualité? Est-ce que vous pensez que si le salaire universel était mis en place en France, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait une manière de faire accepter une baisse des salaires appelée par tous les boss du CAC 40 qui veulent faire baisser les salaires donc, et en contrepartie un salaire universel? Bon, de toute façon, j'attends pas des sénateurs qui sont élus avec l'argent des médias, des banques et des marchands d'armes. J'attends pas des sénateurs ni des députés, une fois de plus, la solution à mes problèmes, ça n'arrivera pas. Pour moi, c'est des maîtres, c'est des gens que je considère comme des gens qui me dominent, qui m'infantilisent. Et je suis en train de penser, de réfléchir au remplacement de leur règne par un système démocratique digne de ce nom. Donc, est-ce que vous pensez que ça va quand même dans le bon sens, le salaire universel, ou pas du tout? Non. Oui, oui, mais institué par nous. Parce que toute forme d'émancipation, le référendum d'initiative populaire, le salaire à vie de Bernard Friot ou le revenu de base de Milando, je ne parle pas du revenu de base des ultralibéraux, il y a des citoyens qui réfléchissent au revenu de base dans des termes d'émancipation générale qui ne détruisent pas la protection sociale, qui sont très proches de ce que fait Bernard et Réseau Salariat. Les deux formules m'intéressent, moi, je ne veux pas en... Et d'ailleurs, ils travaillent ensemble, hein, ils travaillent beaucoup ensemble. Donc, je n'attends pas des sénateurs, ni des députés, ni des gouvernements
je n'attends rien de bon sur le plan du revenu de base ou du référendum d'initiative populaire. Ils vont tricher, ça va être une escroquerie libérale, une récupération capitaliste de ce qui sont au départ, hein, référendum d'initiative populaire et salaire à vie, c'est des outils d'émancipation majeurs. Mais il faut que ce soit nous qui les instituions. Il ne faut pas que ce soit des maîtres élus. La solution ne viendra pas des élus. Je dénonce de plus en plus le principe même de l'élection parmi des candidats donne le pouvoir aux riches partout. La seule élection qui vaille la peine d'être défendue peut-être, c'est l'élection sans candidat, qui nous permettrait de choisir les meilleurs, vraiment ceux que nous considérons comme les meilleurs et que nous connaissons, qui sont autour de nous, donc les proches, et que celui-là, je sais qu'il est... Bah moi, je vais vous dire les critères qui m'intéressent moi, mais chacun aura les siens. Mais ce gars-là, je trouve qu'il est calme, il lit, il sait écouter les autres, il ne parle pas tout le temps, il ne se met pas en colère, il arrive, je l'ai vu plusieurs fois, arriver à rapprocher les points de vue. Il ne diabolise pas les gens, il est capable d'écouter, de comprendre avant de commencer à essayer de convaincre. Ce gars-là, j'ai envie de les lire parce que lui va être un bon représentant, puis en plus il est honnête, évidemment. Donc lui, je vais les lire. Et puis on verra bien, il est probablement reconnu comme tel par d'autres personnes autour de lui. Et puis si on le pousse et qu'on est nombreux, il faut plus de tours, hein, il faut 3, 4, 5, 10, quelquefois 10 tours hein, pour élire quelqu'un comme ça, pour que progressivement on arrive à reporter les voix sur celui qui a le plus de voix spontanées comme ça, sans être candidat. Le gars, il n'est pas candidat, il y a de fortes chances qu'il refuse. Hein. L'élection sans candidat, c'est une idée géniale, mais bon, il faut comprendre, ça va être un peu plus long. Mais celui qui est comme ça désigné comme étant le meilleur, spontanément, par les gens qui sont autour de lui, il va d'abord refuser, et puis, à force, si on est nombreux, on va le convaincre, on va lui dire, allez, ça marche comme ça à Cuba. À Cuba, vous savez qu'on nous présente comme une dictature. Il y a un parti unique, mais c'est pas lui qui désigne les candidats. Ah ouais, réfléchissez. C'est pas lui qui désigne les candidats. Alors comment ils sont désignés les candidats? Ben, c'est les gens eux-mêmes, c'est les citoyens cubains qui disent au boulanger tu veux pas t'en occuper, toi t'es bien oh non, vous faites chier les gars, tiens, j'ai pas envie. Ben si on a besoin de toi, puis finalement il le pousse et puis il y va, et ça donne des gens bien mieux, des gens qui se dévouent. Bon, il faut pas leur coller ça trop longtemps, quoi. 1 an, 2 ans, puis il faut les payer correctement, les aider à faire tourner la boutique pour que quand ils rentrent, ce soit pas la ruine. Mais bon, il faut faire ça ensemble. C'est-à-dire qu'on le porte et on va l'aider. Ça n'a pas le même goût que l'élection parmi des candidats qui nous amènent des représentants des banques à chaque fois depuis 200 ans. Une dernière question alors. Est-ce que vous avez vu les dernières dispositions prises par la BCE? Oui, bien sûr. Vous acheté 80 milliards de dettes pourries tous les mois. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles seront les conséquences selon vous? On se demande, enfin chaque jour il y a un scandale plus révoltant que la veille et on se demande où on va trouver l'énergie pour se révolter à force d'être épuisé de révolte, quoi, hein. L'économie, les économies du monde souffrent de la contradiction classique du capitalisme qui est la surproduction, faute de salaire versé pour acheter la camelote produite par les capitalistes. Donc, c'est pas d'hier. Papa Marx l'avait parfaitement décrit. Ça va, il n'y a pas besoin d'être marxiste pour comprendre que si on produit des biens et qu'on ne distribue pas les salaires nécessaires pour acheter ces biens, on va produire trop de biens, ça va s'appeler la surproduction, et ça va créer des crises avec des entreprises qui n'ont pas de commandes et qui n'arrivent plus à embaucher parce qu'elles n'arrivent pas à vendre. Mais c'est la cupidité des entrepreneurs, et notamment des actionnaires, qui empêche de verser suffisamment de salaire et qui grippe la machine à chaque fois. Alors, dans ce contexte, une banque centrale digne de ce nom, c'est-à-dire qui serait populaire, même pas sous le contrôle des élus ou des gouvernements, sous contrôle populaire, à la Proudhon, et à la Keynes, à la manière de proposer et suggérée par Keynes, en cas de chômage et de crise, de surproduction, de demande insuffisante, une banque digne de ce nom, elle créerait de l'argent
pour les gens. Quantitative easing for the people. Au lieu de le donner aux banques, qui devraient toutes être en faillite frauduleuse, les banques sont toutes en faillite frauduleuse, mais dans des proportions gigantesques. Les banques sont exposées aux produits dérivés, qui sont des produits hyper spéculatifs, volatiles, hyper dangereux, par dizaines de milliers de milliards. Dizaines de milliers de milliards, une variation de 1%, ça n'arrête pas de monter parce que les banques centrales leur donnent du pognon pour générer une inflation des titres, mais c'est que pour eux, c'est que pour le casino l'inflation là. C'est parce que l'argent de la banque n'est donné qu'aux malfrats du casino de la bourse. Mais c'est un... Et tout ça en nous endettant pour des générations, et en ruinant les États et donc les services publics. C'est extravagant, c'est tout à fait au rebours du bien commun. Le patron de la Banque Centrale Européenne est un ancien de Goldman Sachs. Il faut vous faire un dessin. Une grande partie de l'équipe d'Obama est composée d'anciens de Goldman Sachs. Il faut vous faire un dessin. Je ne confonds pas l'intérêt général avec l'intérêt de Goldman Sachs. Je ne fais pas confiance à Goldman Sachs pour défendre l'intérêt général. Donc ces gens-là, ils sont entre copains et coquins, comme disait Marchais, hein, et ils se renflouent entre eux avec la sueur, l'argent des contribuables. Il n'y a pas de journalistes pour les interpeller. Les journalistes sont au service des banques, c'est à pleurer. Les journalistes du service public. Il n'y a personne pour interpeller les banquiers centraux, pour leur dire « Mais pourquoi vous ne donnez pas l'argent aux gens ?» Il n'y a pas besoin de leur donner autant de milliards, d'ailleurs. Vous leur en donnez le 10e, vous relancez l'économie. Hein. Si vous relancez l'économie, vous mettez un terme au chômage. Hein. Or, le chômage, c'est ça qu'ils cherchent. Ils sont très contents du chômage, les frelons oisifs, comme on devrait les appeler, les rentiers, les actionnaires. Ils sont très contents du chômage. Le chômage intimide les gens, nous fait très peur à tous et nous conduit à accepter des bas salaires. Les bas salaires, pour eux, c'est les hauts profits. Les hauts profits, c'est du travail, c'est de l'argent à rien foutre. C'est ça l'objectif. C'est une société d'esclavagistes. Et le chômage, c'est une construction politique. Donc ça ne les dérange pas, tout se passe bien pour eux. Sauf que nous n'avons pas de représentants. Eux, les banquiers et les actionnaires ont des représentants qu'ils ont fait élire avec leurs médias et leur système frauduleux de faux suffrage universel et d'élection de maîtres à la place. Au lieu que ce soit nous qui votions nos lois, ce sont des maîtres désignés par les plus riches qui écrivent les lois. Ben pour eux, tout va bien. Le système fonctionne bien. Pas de catastrophe. Mais c'est notre faute, hein. Tout ça n'est possible parce que nous n'avons pas de constitution. Et nous n'avons pas de constitution parce que nous croyons incapables. D'abord, nous avons l'impression que c'est pas le problème. On dit, mais non, c'est pas la constitution. Les tyrans se mouchent avec les constitutions. C'est pas vrai. S'il y a des citoyens constituants pour défendre la constitution, comme les Vénézuéliens qui, quand on leur a pris leur Chavez et on l'a mis en prison avec un coup d'État de la CIA, ils sont allés le chercher en prison. Il y avait des millions de Vénézuéliens pour aller le sauver parce qu'ils ont appris à écrire et à lire avec la Constitution le texte de lecture B.A.B.A. que Chavez a utilisé pour alphabétiser son peuple. C'est la Constitution. Ils la connaissent, ils savent ce qu'ils doivent. Avec un peuple constituant, c'est beaucoup plus compliqué de se moucher avec la Constitution pour des tyrans potentiels, des tyrans éventuels. Donc ce qu'il faut, c'est pas une Constitution. Ce qu'il faut, c'est des citoyens constituants. Il faut des humains déterminés, non pas à réclamer. On n'a rien à réclamer aux élus. On s'en fout des élus. Il n'y a pas d'élus. On doit écrire nous-mêmes la Constitution. Pour ça, il faut s'entraîner, il faut faire des ateliers. On ne peut pas dire « j'ai qu'à l'écrire moi-même ». Attends, il faut s'entraîner un petit peu quand même. Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut s'entraîner. Une dernière question. C'est ça qu'on va faire ce soir. Enfin, ce soir, on va en parler, j'espère. On va essayer d'en faire un. Alors, oui, excusez-moi, je vous ai interrompu. Tout à l'heure, vous parliez de gens qui n'ont... Enfin, de camelotes faites par les grandes multinationales. Parce que la plupart des produits sont métiers. Voilà, qui ne trouvent plus de gens pour les acheter. Est-ce que justement vous ne pensez pas que le pouvoir a pris conscience de ce problème-là et c'est justement pour ça qu'il vient de mettre au premier plan cette histoire de salaire de base universel et qui revient et qui vient au Sénat? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont pris conscience du problème? Non, le capitalisme dévoie les initiatives populaires
pour les tourner à son avantage et en les salopant. Le revenu de base, un revenu de base digne de ce nom, d'abord ne détruit pas les assurances sociales, ça fait en plus, et d'un niveau suffisant pour ne pas avoir à travailler, pour pouvoir refuser de travailler. Pour moi, c'est un chantier, c'est quelque chose à quoi je réfléchis, je n'ai pas tranché. Je préfère le salaire à vie de Friot, qui généralise le statut de la fonction publique, qui généralise le salaire à vie, le salaire avec la qualification de la personne et pas du poste. Et donc on continue à travailler. Simplement, on n'a plus peur d'un employeur qui est un maître. On a un emploi, on n'a plus d'emploi, on a un salaire à vie. Ça paraît plus émancipant, plus complet que le revenu de base. La version qui est défendue par les capitalistes et les élus, là, est une escroquerie qui va nous priver de toutes les assurances sociales et qui va mettre l'humanité à 800 € par mois. C'est une catastrophe. Il faut lire Franck Lepage aussi, qui vulgarise bien et qui réexplique avec ses mots qui sont puissants le travail de Bernard Friot. Franck Lepage, un bonhomme remarquable, important à connaître. Si vous ne connaissez pas Franck Lepage, il faut découvrir ça. Toute dernière question. Une fois que les gens seront bien entraînés. Voilà, seront bien entraînés, auront écrit une constitution. Comment on va passer comment ça va se passer? Exactement. Comment ça va se passer? Comment on l'a fait? Comment on l'a fait. Je suis pas devin. Je peux pas vous dire quel va être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. En Tunisie, une révolution, votre avis, violente, oui. Ou est-ce que ça sera quelque chose qui se fera naturellement? Ce sera une révolution. Le fait que le peuple écrive lui-même sa constitution, ce sera en soi une révolution qui permettra de tout changer. À mon avis, elle sera violente si on est peu nombreux et qu'on essaye d'imposer à qui que ce soit ce changement. C'est pour ça que je travaille à l'extension des ateliers constituants pour qu'on soit très nombreux. Si on est très nombreux, j'ai en tête, quand je dis très nombreux, je pense vraiment très nombreux, on n'y est pas encore. Hein. Je pense à ce qui s'est passé en Égypte, aux images de l'Égypte, à ces rues noires de monde dans tout le pays, tout le monde dans la rue. Vous avez le peuple entier qui descend. Et la police ne tire pas. La police, elle a sa famille, ses enfants dans la rue, elle ne va pas tirer. Et donc là, c'est pas violent. Les forces de l'ordre, elles font comme pendant la Commune de Paris, elles mettent les crosses en l'air et elles passent du côté du peuple. Et puis on refait un nouveau contrat social. Mais pour ça, il faut être très nombreux. Et il y a plein de jeunes gens qui ont le sang trop chaud, sang bouillant, qui veulent agir, qui brûlent d'agir. Les ateliers, ça change pas assez vite. Et ouais, mais ça va être violent si on fait ça trop tôt. Et j'ai peur que... Bon, il y a plein de jeunes gens qui sont très sincères là, dans leur volonté de faire la révolution tout de suite. Je les comprends, même si je désapprouve. Mais en plus, il y a des agitateurs là-dedans. Je pense qu'il y a des espions, des gens qui nous veulent du mal, qui nous poussent à agir violemment tout de suite. Si on fait ça alors qu'on n'est pas prêt, il n'y a pas assez de citoyens constituants là dans la population, le pouvoir aura qu'à prendre ce prétexte pour organiser des rafles et nous mettre en prison. Et puis voilà, il n'y a plus de résistants, on est tous en tôle, quoi. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour s'insurger. Je sais que les gens, mais il faudrait faire des ateliers partout. Si on est constituant, on peut faire la révolution demain. Si on est nombreux là, on peut faire la révolution, ça va se passer tranquillement. Mais ça va pas assez vite. Les ateliers constituants, ça va pas assez vite. Les gens comprennent l'idée et le font pas. Je cherche un moyen de autoporter, oui, qui permette à l'idée d'être contagieuse tout seul, où il n'y a plus besoin de moi, quoi. J'ai pas besoin de venir comme ça à des conférences et faire des ateliers. Les gens ont compris. Je sais pas, ça va être une chanson, une pièce de théâtre, un slogan,
un poster, un artiste très connu qui s'en empare, un joueur de foot qui en parle mieux que moi, avec les mots qu'il faut pour que ça se répande. Je ne sais pas ce qu'il va, mais il nous manque, il faudrait que notre cerveau collectif là, arrive à trouver une forme qui permette à l'idée d'avancer toute seule. Si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Et il n'y a que ça qui permettra de le faire pacifiquement et en profondeur. Pour nous émanciper, il faut qu'on ait une vraie constitution qui nous protège des voleurs de pouvoir. Et une vraie constitution, c'est jamais des voleurs de pouvoir qui l'écriront. Jamais, 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 jamais. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez vous descendre dans la rue tant que vous voulez. Si vous réclamez une constitution, vous ne l'aurez pas. Il faut que vous l'écriviez vous-même. Et il faut que vous soyez capable de discuter avec des gens qui ne vous ressemblent pas et que vous n'aimez pas. Il faut que les gens de gauche discutent avec les gens de droite. De droite, de gauche. Il faut que les gens de droite acceptent de discuter avec les gens de gauche. En arrêtant de se traiter de tous les noms d'oiseaux. Pour instituer ensemble notre puissance. Puis quand on n'est pas d'accord, et ben voilà, ce sujet-là, on ne l'écrit pas parce qu'on n'est pas d'accord. On écrit le plus petit dénominateur commun, ce sur quoi on est d'accord, c'est le peuple qui vote les lois, par exemple. Et puis, enfin bon. Mais il faut qu'on accepte de discuter ensemble sans les partis nous empêchent de fraterniser. Pourtant, on n'a pas les mêmes projets de société. Je sais bien qu'à gauche et à droite, il y a des projets de société très différents, antagoniques même. Hein. Les gens de droite veulent des chefs tout-puissants. Pardon. Alors que les gens de gauche, enfin de vraie gauche, ne veulent pas de chefs. Ils sont anards, quoi. Hein. Pas de chef du tout. Donc c'est vraiment des projets de société antinomiques. Mais aucun des deux projets de société n'adviendra dans l'étau plutocratique actuel. Hein. Donc il faut qu'on arrive à ne pas se diviser, pas trop se diviser, essayer de se respecter parce qu'on est humain, quoi, et puis parce qu'on veut instituer notre puissance politique. Le temps du processus constitutionnel, puis après ça on verra bien avec les institutions qu'on aura pensées ensemble, quelle loi on écrit. Hein. Donc je ne sais pas comment ça va se passer concrètement, je ne suis pas devin. Mais ce que je sais, c'est que si on ne s'entraîne pas, comme à un match de foot, hein, vous avez un match de foot, vous ne savez pas la date, vous ne savez pas où il va avoir lieu, vous ne savez même pas contre qui vous allez jouer, mais vous savez que si vous ne vous entraînez pas, vous serez nul, hein, vous allez perdre. Il faut qu'on s'entraîne là. Il faut qu'on s'entraîne si on veut que la prochaine révolution ne débouche pas à nouveau sur notre impuissance comme toutes les révolutions passées.